C'est clair, on rappelle toutes les unités. L'immeuble menace de s'effondrer. Bonjour à tous, ce flash spécial. The unthinkable happened today. Thousands of lives were suddenly ended by evil. « 11 septembre 2001. Les États-Unis, pays le plus puissant de la planète, viennent de subir l'attaque terroriste la plus violente et meurtrière de toute l'histoire. 3 attentats suicides d'une brutalité inouïe qui feront plus de 2900 morts, des milliers de blessés et qui traumatiseront une nation tout entière. Des attentats qui auront des répercussions historiques car elles seront l'élément déclencheur de plusieurs opérations militaires de grande envergure au Moyen-Orient, dont certaines sont d'ailleurs toujours en cours. Des attentats qui changeront profondément et durablement la société américaine, si bien qu'il est unanimement admis qu'il y a eu un avant et surtout un après 11 septembre. Mais à peine quelques semaines après ces terribles attentats, des voix commencent à s'élever au sein d'une partie de la population américaine. Tout ceci ne serait qu'un gigantesque complot, et on nous aurait menti sur toute la ligne. Explosifs cachés dans les tours, agents secrets saoudiens, connaissance des attentats avant l'attaque, arnaque à l'assurance et même délit d'initiés, des centaines de théories vont peu à peu émerger en Amérique et ailleurs. Portées par le collectif 911 Truth Movement, ces théories vont se diffuser partout dans le monde, si bien qu'aujourd'hui, en 2024, beaucoup de personnes pensent que les attentats du 11 septembre sont bel et bien un complot. Mais qu'en est-il réellement? Dans les faits, que disent ces théories et sont-elles plausibles ou bien complètement farfelues? Les attentats du 11 septembre 2001 sont-ils les plus meurtriers de l'histoire? Ou bien tout ceci n'est qu'une gigantesque mascarade? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais pour que ce soit plus pertinent et surtout beaucoup plus compréhensible, j'ai décidé de découper cette enquête en 2 vidéos. La première, c'est celle que vous voyez maintenant, et dans laquelle on va parler de qui aurait pu créer et tirer profit des attentats du 11 septembre. On va parler de 3 entités différentes qui, selon beaucoup de théories, auraient orchestré ces attaques de A à Z. Et la seconde, c'est donc ma prochaine vidéo qui sortira dans environ 2 semaines et qui parlera de comment et par quels moyens le 11 septembre aurait pu être organisé en avance. On parlera notamment de la tant controversée théorie de l'effondrement contrôlé, donc surtout abonnez-vous pour pas louper cette deuxième partie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et surtout à la partager, car connaissant YouTube, ça m'étonnerait qu'elle soit mise en avant par l'algorithme. Ceci étant dit, on est parti, et commençons tout de suite par la première théorie, Let it happen on purpose. Bon, la théorie du Let it happen on purpose, ou Make it happen on purpose, c'est comme vous voulez, c'est sans doute la première qui nous vient en tête quand on pense aux attentats du 11 septembre. C'est cette théorie qui explique que le gouvernement américain était au courant que des attentats allaient se produire sur son territoire, voire même qu'il y aurait participé. Il aurait décidé de ne pas intervenir et de déclencher ces attaques pour envahir certains pays légitimement, comme l'Afghanistan ou l'Irak. Mais il aurait également fait ça pour faire passer des mesures de sécurité extrêmement controversées vis-à-vis de la population américaine. On a par exemple le Patriot Act, dont j'ai parlé récemment sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas, qui était une loi votée juste après le 11 septembre et qui globalement autorisait les autorités américaines à arrêter à peu près n'importe qui sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et vous en doutez, cette loi, elle a donné lieu à beaucoup de dérives où des citoyens américains complètement innocents se faisaient arrêter sans raison valable. Bon, et pour en revenir à Let it happen on purpose, il existe énormément d'arguments en faveur de cette théorie. Le premier, c'est que durant toute l'année 2001, le président de l'époque, George Bush, il va recevoir beaucoup de rapports de la part de la CIA qui expliquaient que Al-Qaïda avait pour projet d'attaquer les États-Unis. Parmi ces rapports, il y en a notamment un qui va retenir l'attention du grand public, celui nommé Ben Laden Determined to Strike in US, qui date du 6 août 2001. Et oui, mon accent ne s'améliore pas du tout de vidéo en vidéo. Ce rapport rédigé par la CIA expliquait au président Bush qu'Oussama Ben Laden projetait de s'attaquer aux États-Unis dans très peu de temps et qu'il fallait donc renforcer la défense du pays. Et c'est pas du tout la seule alerte que Bush va recevoir, loin de là. À peu près au même moment, un agent marocain infiltré dans Al-Qaïda, donc l'organisation de Ben Laden, nommé Hassan Dabou, va prévenir les autorités américaines qu'une attaque était prévue sur leur sol. Il y a aussi le Mossad, à savoir les services secrets israéliens, qui vont prévenir les États-Unis que la menace terroriste était réelle et qu'il fallait que le pays se protège. Le Mossad va aller jusqu'à transmettre à la CIA une liste de terroristes vivant aux États-Unis susceptibles de passer à l'acte. Et parmi cette liste figuraient les noms de 4 des terroristes impliqués dans les attaques du 11 septembre. Même la DGSE, à savoir les services secrets français, vont alerter la CIA début 2001 des projets de détournement d'avions d'Al-Qaïda, dans un rapport de plus de 300 pages. C'est juste complètement dingue. En tout, ce ne sont pas moins d'une quarantaine de rapports qui vont être envoyés à George Bush durant toute l'année 2001 pour le prévenir qu'Al-Qaïda allait bel et bien passer à l'offensive. Mais visiblement, malgré toutes ces alertes, la menace n'a pas été suffisamment prise au sérieux par l'ancien président américain. Ou alors au contraire, George Bush avait bel et bien pris au sérieux ces menaces, mais il a délibérément décidé de ne pas intervenir pour pouvoir ensuite déclarer légitimement la guerre à plusieurs États. Et pour appuyer cette hypothèse sordide, on a quelques pistes. La principale, c'est surtout celle concernant l'attitude du président américain le jour des attentats. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le matin de l'attaque, Bush, il n'était pas à Washington, mais en visite dans une école en Floride. C'est un de ses conseillers nommé Andrew Card qui lui apprend que le World Trade Center est attaqué et que 2 avions viennent de s'écraser dans les tours jumelles. Ça donnera lieu à cette vidéo désormais devenue mythique, on peut voir le visage complètement fermé de Bush lorsqu'il apprend la nouvelle. Mais c'est pas du tout cette absence de réaction de la part du président américain qui mettra la puce à l'oreille à certaines personnes. Non, ce qui va paraître étrange, c'est que à ce moment-là, George Bush, il aurait dû être immédiatement évacué. Si l'Amérique est attaquée, alors il est probablement l'une des personnes les plus en danger du territoire et un autre avion détourné pourrait bien s'écraser sur l'école où il se trouve.
trouve. Et d'ailleurs, selon le protocole officiel du Secret Service, donc l'agence gouvernementale chargée de protéger le président, Bush aurait dû être évacué à la seconde même où l'attaque a été déclenchée. Mais au lieu d'être mis en lieu sûr, il va rester dans l'école de Floride et va même prononcer un discours à la nation dans lequel il dira que l'Amérique est attaquée. Et c'est seulement après ce discours, soit environ 1 heure après le début des attaques, qu'il est finalement évacué à bord de l'avion présidentiel. Donc pour beaucoup de gens, si Bush n'a pas été évacué immédiatement, c'est car il savait ce qui allait se passer et donc qu'il courait aucun danger. Les partisans de la version officielle, eux, au contraire, expliquent que si Bush n'a pas été directement évacué, c'est car la situation était totalement inédite et surtout que le président se trouvait éloigné de tout lieu à risque. Un argument qui a quand même du mal à passer quand on sait que ce jour-là, son emploi du temps était public et donc que les terroristes savaient très bien où il était. Ne pas évacuer George Bush immédiatement était donc une grave erreur qui aurait pu coûter la vie au président américain. Sauf si, encore une fois, il était au courant de ce qui allait se passer. Mais l'attitude du président Bush n'est pas le seul élément étrange qui fait dire à beaucoup de gens que les États-Unis auraient pu se cacher derrière les attaques du 11 septembre. Non, il y a quelque chose d'autre, assez troublant, qui va fortement intriguer une bonne partie de la population américaine. Et cette chose, ce n'est nul autre que la commission chargée d'enquêter sur ce qui s'était réellement passé le 11 septembre. Bon, cette commission d'enquête, elle a été créée juste après les attaques, afin de faire la lumière sur tout ce qui s'était réellement passé. Son but, c'était donc de donner la vérité, rien que la vérité. Sauf que, dès la création de cette commission, il y a pas mal de choses qui vont aller de travers. Déjà, le budget qui va lui être alloué, c'était seulement 3 millions de dollars, ce qui, on est d'accord, est totalement ridicule au vu du nombre d'éléments sur lesquels il fallait enquêter. Alors ok, le budget va être revu à la hausse en étant remonté à environ 15 millions de dollars, mais quand même, c'était toujours très insignifiant. On parle quand même là de la plus grosse attaque terroriste de l'histoire, il paraît normal de penser que cette commission aurait mérité un budget bien plus conséquent, à moins que le gouvernement américain ait fait exprès de donner peu de moyens à la commission pour l'empêcher d'enquêter correctement. Mais bon, si à la limite c'était seulement le budget le problème, ça serait pas un argument suffisant pour dire que cette commission d'enquête est complètement bancale. Mais justement, vous en doutez, c'est pas du tout le seul élément qui pose problème. Déjà, à l'origine, celui qui dirigeait cette commission, il s'appelait Henry Kissinger. Et si vous savez pas qui est Henry Kissinger, on parle probablement là de l'un des hommes les plus influents, mais surtout controversés de l'histoire des États-Unis. Et d'ailleurs, je vous ai entendu, vous inquiétez pas, une vidéo arrive bientôt concernant Kissinger, donc surtout abonnez-vous pour pas la louper. Et forcément, quand Henry Kissinger va être nommé à la tête de la commission, beaucoup de gens vont s'indigner. Pourquoi confier une mission aussi importante et délicate à un personnage aussi controversé, qui est plus réputé pour ses crimes de guerre que pour ses bonnes actions? Sauf que surprise, Kissinger va démissionner quelques semaines après le début de la commission d'enquête. Alors encore aujourd'hui, les raisons de son départ sont floues. Il aurait fait ça pour protéger l'anonymat de certains de ses clients ou je sais pas quoi, enfin dans tous les cas, il quitte la direction de la commission d'enquête. Mais même si Kissinger va partir, le fait de l'avoir désigné en tant que premier choix n'a fait que confirmer les soupçons que commençait à avoir une bonne partie de la population américaine. On leur cachait quelque chose et cette commission d'enquête ne serait qu'une vaste blague qui ne donnerait aucune réponse réelle. Et la suite des événements va plutôt leur donner raison. Déjà car la plupart des membres de la commission avaient des conflits d'intérêts. Le plus notable d'entre eux, c'est sans doute le directeur exécutif Philip Zeko, qui avait des liens étroits avec la Maison Blanche et qui a essayé de déresponsabiliser au maximum l'administration Bush. Un journaliste du New York Times, Philip Shannon, va même publier un livre en février 2008 dans lequel il explique que lors de la rédaction de la commission, Zeko s'entretenait régulièrement au téléphone avec Karl Rove, le directeur politique de la Maison Blanche à cette époque. En termes de conflit d'intérêts, je pense qu'on peut pas faire mieux. Enfin, le dernier problème de cette commission, c'est qu'elle va rencontrer pas mal d'obstacles à son enquête, notamment de la part de la CIA qui va refuser de lui transmettre certaines informations pourtant capitales. Et à cause de ça, la commission va avoir bien du mal à investiguer correctement, et donc son rapport final comportera de nombreuses zones d'ombre. L'un des membres de la commission, John Farmer, déclarera même « J'ai été choqué de voir à quel point la vérité était différente de la façon dont elle a été décrite. Mais en vrai, le plus gros souci avec cette commission, c'est pas qu'elle ait pas eu de gros budget, que tous ses membres avaient des conflits d'intérêts, ou que la CIA ait refusé de les aider, non. Le problème, c'est qu'elle est utilisée comme argument d'autorité de la part de ceux qui défendent la version officielle. À chaque fois que quelqu'un veut remettre en question ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre, on sort toujours le même dicton. Oui, mais la commission d'enquête a dit qu'il n'y avait pas de choses bizarres, donc arrêtez avec vos théories du complot. Oui, mais le problème, c'est que la commission elle-même est complètement bidon. Enfin, je sais pas si vous comprenez la logique, mais globalement, le rapport censé être impartial et nous donner la vérité avec un grand V est lui-même rempli de mensonges et d'approximations. Il peut donc pas être utilisé comme argument d'autorité pour défendre la version officielle, c'est juste impossible. George Bush et le gouvernement américain étaient-ils donc au courant que les attaques du 11 septembre allaient se produire et ont fait pression sur la commission pour pas qu'elle puisse enquêter correctement? Peut-être, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens pensent. Mais une théorie est également extrêmement populaire, et celle-ci concerne directement le propriétaire du World Trade Center, Larry Silverstein. Bon, Larry Silverstein, c'est lui, et je suis sûr que son visage vous dit quelque chose, car Larry c'était tout simplement le propriétaire du World Trade Center. Enfin, pour être exact, il possédait certaines tours du World Trade Center et en louait d'autres. Ok, je vois que c'est pas très clair, donc je vais vous expliquer ça avec une formidable maquette que j'ai réalisée moi-même. J'espère que vous appréciez l'effort. Le World Trade Center, comme vous pouvez le voir, c'est pas juste les tours 1 et 2, c'est un
complexe de plusieurs bâtiments avec les tours 1 et 2 que l'on connaît tous et surtout plusieurs autres bâtiments autour. Mais dans les années 80, Larry Silverstein, qui est alors un riche promoteur immobilier, réussit à négocier avec la ville de New York pour pouvoir construire un nouveau bâtiment sur le site du World Trade Center, le 7 World Trade Center, une gigantesque tour de 47 étages. Le projet aboutit en 1987 et Larry devient alors le propriétaire d'une tour, celle-là, mais pas de tout le complexe. Il faudra attendre le début des années 2000 quand Larry va en vouloir plus et va renégocier avec la mairie de New York pour devenir l'unique propriétaire de l'ensemble du complexe du World Trade Center. Et pour le coup, bon, il va pas devenir le propriétaire officiel, mais devenir l'exploitant unique du World Trade Center pendant 99 ans. Traduction, pendant 99 ans, tout le complexe lui appartient. Et ce contrat qui conférait à Larry le droit d'exploitation du World Trade Center, il a été signé en juillet 2001, soit 2 mois à peine avant les attaques du 11 septembre. Et bon, déjà le timing est quand même assez suspect, je vous l'accorde, mais ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres et faire dire à certaines personnes que Larry était impliqué dans ces attentats, c'est tout simplement la somme d'argent colossale qu'il va toucher après les attaques. 4,6 milliards de dollars, alors qu'il avait acheté le bail du World Trade Center pour seulement 3 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi a-t-il touché une telle somme d'argent? Tout simplement car le World Trade Center était assuré contre les attaques terroristes, et donc les assurances ont dû verser à Larry des indemnités colossales après les attentats. Surtout que Larry, il va vraiment tout faire pour gratter le moindre dollar. En fait, le contrat avec les assurances prévoyait qu'en cas d'attaque terroriste, Silverstein serait remboursé d'environ 3,5 milliards de dollars, ce qui est déjà une belle somme en soi. Sauf que Larry, lui, va réclamer le double de cette somme. Pour lui, comme il y avait eu 2 avions, il y avait eu 2 attaques, et donc il devait toucher 2 fois plus d'argent, soit environ 7 milliards de dollars. Et bon, si au final il ne touchera pas l'entièreté de la somme, il repartira quand même avec 4,6 milliards de dollars d'indemnité. Et vous en doutez, quand le grand public va apprendre que les propriétaires du World Trade Center venaient de toucher le jackpot grâce aux attaques du 11 septembre, ça va pas prendre beaucoup de temps pour qu'une théorie se développe. Larry aurait fait exprès de souscrire à cette fameuse assurance antiterroriste quelques jours avant les attaques, puis a fait sauter les tours pour toucher l'argent de l'assurance. Théorie simple, mais efficace. Mais peut-être même un petit peu trop simple. Car le problème de cette théorie, c'est qu'elle a plusieurs gros points faibles. Déjà, comme je vous l'ai dit, Larry Silverstein a pris le contrôle du World Trade Center en juillet 2001. Et cette fameuse assurance antiterroriste, elle a donc été prise à ce moment-là, et pas quelques jours seulement avant l'attaque. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'assurer ces bâtiments contre des attaques terroristes, c'est quand même assez spécifique, et que le World Trade Center a été assuré seulement 2 mois avant les attaques, c'est quand même assez suspect. Mais pour le coup, il faut que vous sachiez que déjà en 1993, il y avait eu un attentat à cet endroit. L'attaque avait fait plusieurs morts, des centaines de blessés, et donc suite à ça, les propriétaires du World Trade Center prirent une assurance pour se couvrir contre les attaques terroristes. Donc en réalité, cette fameuse assurance anti-attentat, elle existait déjà bien avant que Larry Silverstein prenne le contrôle du World Trade Center. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au moment de signer le contrat et de devenir le propriétaire du complexe, Silverstein a révisé certaines clauses de l'assurance antiterroriste pour qu'en cas d'attaque, il se fasse rembourser intégralement. Et malgré tous ces arguments plutôt en faveur de Larry, beaucoup de personnes vont rester convaincues qu'il avait bel et bien quelque chose à voir avec les attaques du 11 septembre. Et d'ailleurs, un dernier élément va d'ailleurs venir confirmer les soupçons que certains avaient concernant l'implication de Silverstein. Une simple interview sur la chaîne publique PBS où il va dire quelque chose qui va grandement faire débat. Je vous laisse regarder par vous-même. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Alors peut-être que vous, rien ne vous a choqué, mais sachez que quand cette interview est sortie aux États-Unis, ça a été un énorme scandale. Alors pour ceux qui n'ont pas très bien compris, dans l'interview, Larry explique qu'à un moment durant les attaques, il discutait avec des pompiers qui étaient chargés d'éteindre l'incendie qui avait lieu dans le 7 World Trade Center. Et si vous avez bien écouté, Larry dit très exactement "We have such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it." Et c'est l'emploi de ce terme, pull it, qui va provoquer une tollée aux États-Unis. Car ce mot, il peut avoir plusieurs significations, comme tirer ou retirer, mais également mettre en pièces ou démolir. Et donc pour beaucoup de personnes, quand Larry dit aux pompiers de pull it, il leur demande en fait de démolir la tour. Alors Silverstein va se défendre en expliquant qu'il voulait pas du tout dire ça et qu'en fait il disait aux pompiers qu'il fallait évacuer le bâtiment et mettre tout le monde à l'abri. Mais auprès d'une grosse partie du public, ces arguments sont très bancals. D'autant que l'incendie du 7 World Trade Center, c'est probablement l'une des choses les plus suspectes qui soit passées pendant les attaques du 11 septembre. Mais comme je vous l'ai dit, ça on en parlera en détail dans la seconde vidéo. Donc entre l'assurance anti-attentat, l'attitude de Larry qui a tenté de maximiser ses gains auprès des assureurs et l'utilisation du terme pull it, Silverstein est logiquement devenu l'un des principaux suspects des attaques du 11 septembre. A-t-il fait sauter le World Trade Center ou même décidé de ne pas agir afin de toucher l'argent de l'assurance? Difficile à dire et le cas de Silverstein est compliqué car à la fois il y a beaucoup d'éléments étranges, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes. Mais si Larry n'avait rien à voir avec les attaques du 11 septembre, qu'il est en réalité une victime comme une autre et que les véritables auteurs des attentats se trouvent plutôt de l'autre côté du globe, plus précisément en Arabie Saoudite.
Alors la théorie selon laquelle l'Arabie Saoudite serait impliquée dans les attentats du 11 septembre, c'est pas forcément la plus populaire, mais pour autant c'est peut-être bien la plus crédible. C'est la piste la plus sérieuse en termes de preuves et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'éléments assez troublants. La première chose intrigante, si je puis dire, c'est que la plupart des terroristes impliqués dans les attaques étaient des Saoudiens, plus précisément 15 terroristes sur 19. Et donc pour certains, cela voulait forcément dire que l'Arabie Saoudite se cachait derrière le 11 septembre. Raisonnement assez simple, je vous l'accorde, mais attendez un peu parce qu'il y a des indices beaucoup plus convaincants qui vont arriver. En fait, il y a notamment un élément qui va beaucoup troubler les enquêteurs, et cet élément il porte un nom, Omar al-Bayoumi. Ce nom vous dit probablement pas grand chose, et pourtant c'est presque uniquement à cause de cet homme que la théorie selon laquelle les Saoudiens ont organisé le 11 septembre est devenue si populaire. Commençons donc par faire une rapide présentation du personnage. Omar al-Bayoumi, c'est un Saoudien né dans les années 50 qui pendant de nombreuses années va mener une vie plutôt banale. Il va notamment travailler pendant longtemps dans le gouvernement saoudien, plus précisément au ministère de la Défense et de l'Aviation. Sauf qu'en 1994, Omar décide de tout plaquer et de déménager aux États-Unis pour devenir étudiant à San Diego. Oui, c'est bizarre, surtout qu'Omar il a plus de 35 ans et qu'il était déjà dans la vie active, mais honnêtement, c'est pas vraiment ça le plus étrange. Car à partir du moment où Omar est arrivé à San Diego, plein de choses inexplicables vont commencer à se produire. Bon déjà, Omar, bien qu'il ait quitté son poste en Arabie, il va continuer à être payé tous les mois pour un poste qu'il n'occupait pas. En fait, en 1995, juste après qu'Omar soit parti, le gouvernement saoudien va lancer un nouveau projet dans le domaine de l'aviation, nommé Air Navigation System Support. Je vais pas rentrer dans les détails du projet car en vrai on s'en fout un peu, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce projet il a été confié à une entreprise privée saoudienne du nom de Dalla Afco. Sauf qu'au moment de signer le contrat, et c'est là où ça devient bizarre, le gouvernement saoudien a insisté sur un point essentiel. Si elle voulait diriger le projet, Dalla Afco devait embaucher comme employé Omar al-Bayoumi. Et ce, alors qu'Omar, lui, il était toujours étudiant à San Diego. Un peu perplexe, mais voulant surtout pas perdre le contrat, Dalla Afco va accepter le deal et donc embaucher Omar qui, pendant des années, va recevoir chaque mois des chèques d'environ 3000 $ alors qu'il ne faisait strictement rien. Et d'ailleurs, en 1999, une personne travaillant chez Dalla Afco va remarquer cette situation un peu étrange et va demander à ce qu'Omar arrête de recevoir de l'argent alors qu'il travaillait pas là. Sauf que le gouvernement saoudien va directement intervenir auprès de cette personne et lui expliquer gentiment qu'il fallait absolument qu'Omar continue à recevoir son salaire et que c'était juste pas négociable. Et donc, pendant encore des années, Omar va toucher son petit chèque tous les mois en ne foutant absolument rien. Et ok, on est d'accord, c'est le rêve de beaucoup de monde d'être payé à ne rien faire, mais dans ce cas précis, c'est assez étrange. Pourquoi le gouvernement saoudien tenait tant à ce qu'un citoyen lambda, qui vivait d'ailleurs même plus dans le pays, touche de l'argent chaque mois sans rien foutre? Et le pire, c'est qu'attendez de voir la suite, car là, on n'est qu'au début du mystère Omar al-Bayoumi. Car en plus de salaires assez étranges, Omar va commencer à recevoir vers la fin de l'année 1999 des chèques de plusieurs milliers de dollars de la part de Haifa bin Faisal. Et si ce nom ne vous évoque pas grand chose, sachez que cette femme est tout simplement la fille du défunt roi d'Arabie Saoudite, Faisal al-Saud. Mais alors, pourquoi une princesse saoudienne se soucierait-elle de la santé économique d'un étudiant qui vit à San Diego? Patience, on y vient. Car nous voilà désormais en 2000, année durant laquelle la vie d'Omar va basculer. Car c'est durant cette année-là que deux hommes du nom de Nawaf al-Azami et Khalid al-Mindar débarquent sur le sol américain. Et ces deux personnes, dont les noms ne vous sont pas familiers, font tout simplement partie des 19 terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre. Mais alors, que vient faire Omar dans cette histoire? Bien tout simplement, Omar va être la personne qui va aider les deux futurs terroristes lors de leur arrivée en Amérique. Il va les aider à s'installer correctement, va leur trouver un travail et même leur donner des renseignements sur la manière de piloter correctement un avion. Et forcément, après les attentats, Omar il va être arrêté et surtout interrogé par le FBI. Entre les salaires suspects qu'il recevait, les chèques que lui envoyait la princesse Haifa et surtout l'aide qu'il avait apportée aux terroristes, il y a quand même pas mal de choses étranges autour d'Omar. Et là, les autorités américaines vont se demander si Omar al-Bayoumi, c'était pas tout simplement un agent secret saoudien envoyé aux États-Unis pour accueillir et former les terroristes. Et en soi, avec tous les éléments qu'on a vus, cette théorie, elle est assez probable. Eh bien oui, mais pas pour la commission d'enquête, qui va dire que non, le comportement d'Omar al-Bayoumi ne laissait pas penser qu'il s'agissait d'un espion saoudien et que c'était un simple étudiant qui vivait à San Diego. Al-Bayoumi va alors être relâché, il va même pas faire de prison, et comme par hasard, il va déménager en Arabie Saoudite quelques mois plus tard, et depuis, personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu. Alors comme pour les autres théories, on pourrait s'arrêter là et se dire qu'Omar al-Bayoumi, effectivement, aurait pu être un espion travaillant pour l'Arabie Saoudite, mais qu'on n'a pas de réelle preuve. Sauf que si en fait, car ce qu'il faut comprendre c'est que depuis quelques années, beaucoup de documents des autorités américaines, autrefois ultra confidentiels, ont été déclassifiés et rendus publics. Alors attention, on est d'accord, c'est pas parce qu'un document est déclassifié qu'il est forcément complet et totalement véridique. Il a très bien pu être modifié ou partiellement censuré, mais ça permet quand même d'en apprendre un peu plus sur certains sujets. Le premier gros document déclassifié qui va nous intéresser, il s'appelle tout simplement les 28 pages, et il va être rendu public le 15 juillet 2016, soit 15 ans après les attaques du 11 septembre. Et si ce rapport a pris autant de temps à être rendu public, c'est car il contenait des informations sensibles mettant potentiellement en lumière la responsabilité de l'Arabie Saoudite lors des attentats. D'ailleurs, le gouvernement saoudien va pendant des années et des années
menaçait Washington de ne surtout pas déclassifier ce rapport. Mais en 2016, les 28 pages vont donc bel et bien être rendues publiques et nous apprendre certaines choses pour le moins troublante. Bon, déjà dans ce rapport, on apprend que l'un des lieutenants de Ben Laden, Abu Zubaydah, avait dans son téléphone un numéro enregistré pouvant le relier directement à Bandar Ben Sultan, un membre de la famille royale saoudienne. Mais Bandar Ben Sultan, c'était pas qu'un simple membre de la famille royale, car non seulement il était l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, mais surtout sa femme c'était Haifa al-Saud. Et si vous avez déjà oublié qui est Haifa al-Saud, on parle de la femme qui envoyait des chèques de plusieurs milliers de dollars à Omar al-Bouyami. Coïncidence ? Peut-être. Par contre, les 28 pages vont nous apprendre d'autres choses sur Haifa et ses liens avec les terroristes du 11 septembre, car la princesse aurait également en 1998 envoyé un chèque de 15 000 $ à un certain Osama Basnan. Et Osama Basnan, c'était qui exactement ? C'est un Saoudien vivant aux États-Unis qui avait travaillé pendant longtemps dans l'ambassade saoudienne. Mais c'était aussi un grand ami d'Omar al-Bouyami, comme par hasard. Donc globalement, avec la déclassification des 28 pages, la théorie concernant une implication potentielle de l'Arabie Saoudite se précise. La princesse Haifa al-Saud et son mari l'ambassadeur Ben Bon Sultan auraient financé al-Bayoumi et Basnan afin que ces derniers aident deux terroristes à s'installer et se préparer pour l'attaque. On va pas se le cacher, cette théorie est plutôt convaincante, mais pas pour le gouvernement américain. Malgré tous ces éléments troublants et presque flagrant, les États-Unis vont expliquer qu'il n'y a pas assez de preuves permettant de juger si l'Arabie Saoudite était impliquée ou non dans ces attaques. Pour avoir une version plus complète des faits, il faudrait donc que d'autres éléments soient déclassifiés, mais ça n'arrivera sans doute jamais. Ah bah si, en 2020, 2021 et 2022, de nouveaux documents ultra confidentiels vont aussi être déclassifiés pour que le grand public y ait accès. Et je vais pas détailler tout ce qu'il y avait dans chacun de ces documents, mais seulement vous donner les éléments les plus marquants qui en sont ressortis. Bon déjà, on est rassuré, on retrouve toujours les mêmes noms, donc la princesse Haifa, son mari Bandar, Osama Basnan et l'incontournable Omar al-Bayoumi. On confirme encore une fois qu'Omar al-Bouyami a bel et bien accueilli et aidé les deux terroristes, mais on apprend qu'en plus d'Osama Basnan, il aurait été aidé dans sa mission par un homme du nom de Fahd al-Toumari, qui était tout simplement un diplomate saoudien. Et c'est pas tout, car on a également les preuves qu'al-Bayoumi allait très régulièrement au consulat saoudien, ce qui montre encore une fois les liens étroits qu'il entretenait avec la diplomatie saoudienne. Mais surtout, une grosse révélation vient dans un rapport déclassifié datant de mars 2022. Dans celui-ci, les enquêteurs américains ont écrit noir sur blanc qu'il y avait 50% de chances pour qu'Omar al-Bouyami ait bel et bien été au courant à l'avance des attaques qui allaient se produire le 11 septembre. De nombreux éléments qui viennent donc renforcer la théorie selon laquelle Omar serait un agent saoudien qui avait pour mission d'accueillir et de former les futurs terroristes. Mais pour autant, le gouvernement américain ne veut donc toujours pas reconnaître une quelconque implication des Saoudiens dans les attaques du 11 septembre. Et on pourrait alors se demander pourquoi ? Parce que là, en déclassifiant ces documents, ils font que confirmer le fait que l'Arabie Saoudite ait joué un rôle, même mineur, dans les attentats. Alors, pourquoi ne pas le reconnaître publiquement ? Le problème, c'est que c'est pas aussi simple. Imaginez qu'aujourd'hui, en 2024, le gouvernement américain ait bel et bien la confirmation que l'Arabie Saoudite ait été impliquée, de près ou de loin, dans les attaques du 11 septembre. Qu'est-ce qu'il serait censé faire ? Rentrer en guerre contre le royaume 23 ans après les attaques ? Non, ça serait ridicule. Alors il pourrait aussi mettre en place des sanctions économiques pour déstabiliser les Saoudiens, comme il a pu faire contre Cuba par exemple dans le passé. Oui, mais les États-Unis dépendent énormément du pétrole de l'Arabie Saoudite, et ça serait juste contre-productif pour les Américains de rentrer en guerre économique contre les Saoudiens. En fait, en réalité, il n'y a pas de solution miracle. Le gouvernement américain est coincé et l'Arabie Saoudite sait que tant qu'elle a ce pouvoir surpuissant que lui confère l'or noir, il lui arrivera strictement rien. De nos jours, tout le monde ou presque est unanimement convaincu qu'Omar al-Bouyami est un agent secret saoudien. Et à mon avis, le gouvernement américain le sait depuis extrêmement longtemps. Seulement aujourd'hui, il aurait trop à perdre à révéler au grand public la vérité sur cette histoire, et préfère donc se taire. Mais à mon avis, dans 10, 20, 30 ans, quand la situation géopolitique des deux pays auront bien évolué, je suis intimement convaincu qu'on aura la confirmation officielle que l'Arabie Saoudite était impliquée, ne serait-ce qu'indirectement, dans les attaques du 11 septembre. C'est mon avis, je sais que certains seront pas forcément d'accord avec moi, et d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie et de toutes les autres qu'on a abordées tout au long de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette dernière vous a plu. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était seulement la partie 1, donc abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de pas louper la partie 2. On parlera notamment de comment les attentats auraient pu être montés de toutes pièces avec des théories comme l'effondrement contrôlé, donc si vous n'avez pas envie de louper ça, abonnez-vous. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et la partager, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.